bonsoir, docteur. Alors, bismillah. Oui, je vais faire l'introduction et on va entamer, Inch'Allah. Allez-y. Allez-y. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue, chers étudiants, résidents et médecins dentistes. Bienvenue à notre conférencier, Dr Bouarara. On vous remercie pour votre collaboration et je vous laisse la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est une première avec Sylvius en ligne. On a fait une conférence en présentiel l'année passée. Donc, c'est une première en ligne, ça va pas être la dernière. Aujourd'hui, on va traiter un thème qui sera scindé, Inch'Allah, en 2 ou 3 conférences concernant les procédures d'élaboration d'une prothèse totale adjointe. D'accord? Donc, permettez-moi de partager ma présentation. Chez moi, c'est visible le slide. J'aimerais bien que les participants nous confirment. C'est visible, docteur. D'accord, on peut commencer? Donc, le thème traité sera, Inch'Allah, la prothèse totale adjointe. Donc, on va voir des astuces beaucoup plus pratiques. Donc, j'en ai pas de doute que tout le monde qui est ici a déjà élaboré une seule prothèse. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des praticiens, il y a des résidents aussi. Donc, on ne doute pas que c'est un thème déjà abordé par vous. Là, c'est une pratique qui a été déjà abordée par pas mal de gens qui sont présents ici. D'accord? Donc, la présentation d'aujourd'hui va aborder l'anatomie de l'édentité totale, les empreintes primaires et les empreintes secondaires. Le reste sera traité, Inch'Allah, par la suite, en deux ou en une seule conférence, d'accord? Donc, le contenu de notre conférence d'aujourd'hui, ça sera une introduction. On va voir comment gagner le pari psychologique, donc chez des patients qui sont difficiles à traiter dans le contexte psychologique, parce que c'est des gens qui sont, si vous voulez, qui vivent un handicap, d'accord? Donc c'est des profils psychologiques généralement difficiles qui sont rencontrés dans la pratique quotidienne. On va faire un petit rappel sur l'anatomie de l'identité totale. Donc c'est important. Pourquoi? Il faut savoir il faut savoir à quoi on est face à quoi. Il faut savoir ce qu'on traite. Donc on peut pas traiter quelque chose qu'on ne sait pas, d'accord? Et puis on va voir le diagnostic et le plan de traitement. On terminera par les empreintes primaires, les empreintes secondaires en détail. Donc, en introduction, pas mal de gens disent que la prothèse totale est un topic qui est simple, alors que la pratique quotidienne confirme que c'est un volet très difficile. Donc, pas mal de médecins dentistes qui sont installés ou bien qui pratiquent de la prothèse totale disent que c'est très difficile de. Est-ce que la présentation est visible? Oui, tout est clair. D'accord. Donc, donc, tout le monde qui pratique de la prothèse totale en pratique quotidienne confirme que c'est des accès vraiment difficiles. C'est des cas difficiles à gérer dans la pratique quotidienne. Donc, on va voir aujourd'hui les clés pour affronter ces difficultés dans la pratique quotidienne. Donc, ça nécessite une courbe d'apprentissage trop difficile, mais une courbe d'apprentissage تعيش. Donc, le facteur le plus important pour la réussite du traitement en prothèse totale, donc, est-ce que c'est des facteurs techniques? Donc,
Monsieur Finlay Sutton, c'est un dentiste, un prostodontiste anglais, donc il pratique la prothèse amovible en exclusif. D'accord? Donc, il confirme que c'est l'éducation du patient et Je m'excuse, l'acceptation de son handicap docteur. ainsi que, oui, La présentation est bloquée. On est toujours dans le diapo numéro 1. ah, c'est bloqué. Ça va comme ça? Oui, Donc, comme je disais, c'est le docteur Finlay Sutton. Donc, c'est un prostodontiste anglais qui pratique exclusivement de la prothèse amovible. Donc, il confirme que pour la réussite d'un traitement par prothèse totale adjointe, donc c'est le facteur le plus important. Donc, à 70%, c'est l'adaptation du patient, sa compréhension et son éducation vis-à-vis du traitement, ainsi que l'acceptation de son handicap. Donc, des praticiens qui n'acceptent pas leur handicap, qui n'acceptent pas leur édentement, le fait qu'ils soient édentés. Donc, ça serait très difficile de les traiter d'une manière conventionnelle. Ça nécessitera beaucoup de séances de mise en condition, de psychologique surtout. Donc, un patient, même s'il est jeune, qui accepte son handicap, il va vous faciliter la tâche. D'accord. Une prothèse totale, une bonne prothèse totale va répondre à des normes bien précises. Donc, on va voir lesquelles. D'accord? Donc, une prothèse totale supérieure doit avoir un bord qui est fin antérieurement et un bord qui est un peu plus épais postérieurement. D'accord? Donc, ça serait fin au niveau antérieur, au niveau du bord, la région antérieure. Et la région postérieure, ça serait un peu plus épaisse. D'accord? Antérieurement, on assure la finesse du bord, donc va assurer le joint, et le support labial va être assuré par le bord, par le flange, par le bord qui est au-dessus des dents, ainsi que la position des dents artificielles. Donc voilà. Donc la position des dents artificielles ainsi que le bord qui est en dessus le, va assurer le support labial. D'accord? Donc la position des incisives centrales va être de 5,5 à 12 millimètres en avant de la papille incisive. Donc ça, c'est un instrument qu'on appelle alma gauche. Ça sert à repérer la position des dents artificielles. C'est-à-dire, le truc qui est vertical. Donc ça repère la papille centrale, la papille incisive. Donc ici, en avant, on a des graduations qui correspondent à la position des dents, à la position optimale des dents artificielles. Ça serait de 5,5 à 12 millimètres en avant de la papille incisive. D'accord? Donc, bien sûr que la prothèse va assurer donc la couverture des tuberosités. Donc, postérieurement, va être en arrière des fossettes palatines. Donc, les fossettes palatines, ce sont deux dépressions situées de part et d'autre de la ligne médiane, situées postérieurement. Donc, ça correspond aux glandes salivaires accessoires. En anglais, on les appelle fovea palatini. D'accord? Donc, en arrière, fossette palatine, on aura la région post-dent. C'est une région très importante qui va nous assurer l'étanchéité du joint périphérique. D'accord? Donc, postérieurement aussi, donc, extérieurement aux tuberosités, on a une action du processus coronoïde de, de la branche verticale de la mandibule. D'accord? Donc, quand on demande au patient d'ouvrir grand, donc on aura le processus coronoïde qui bute sur la partie externe à la tuberosité. Donc, la partie la plus postérieure et la plus externe à la tuberosité. Donc, on va le voir après, le joint périphérique.
Donc, on assure aussi la ligne du sourire, la position. Donc, le montage va nous assurer la ligne du sourire, ainsi que la présence du corridor buccal. Le corridor, c'est la région qui est située entre la face interne des joues et la face vestibulaire des dents postérieures. Donc, c'est ce trou noir, c'est ce triangle noir. Ça, on l'appelle le corridor buccal. Donc, il a une implication esthétique. Donc, vu de profil, on a le soutien labial ainsi que la position exacte des dents artificielles. En ce qui concerne la prothèse inférieure, donc c'est la même chose. Donc, ça serait fin antérieurement. Le bord serait fin antérieurement et plus épais postérieurement dans la région vestibulaire. Dans la région linguale, au niveau antérieur, la région sublinguale, c'est une région très importante aussi pour l'étanchéité du joint périphérique. Donc, ça serait plus ou moins égal à la région post-dent supérieure. Donc, la région sublinguale, c'est une région très importante. Donc, beaucoup de praticiens ignorent cette région, ignorent l'enregistrement du joint périphérique au niveau de cette région. D'accord? Donc, au niveau inférieur, donc la sustentation, primary support. Donc, en anglais, support, c'est sustentation, c'est pas la stabilité, d'accord? La sustentation, elle est assurée par la région buccinatrice vestibulaire. On l'appelle en anglais buccal shelves. Et rétromolar part, c'est le trigone rétromolaire. D'accord? Donc, ça va nous assurer la sustentation. D'accord? Donc, dans la région linguale, la prothèse va s'arrêter au niveau de l'insertion du muscle mylo-éodien, ou bien un peu en dessous. Et dans la région, et plus postérieurement, dans la région rétromylo-éoidienne, ou bien une région qu'on appelle le volet lingual, ou bien les niches rétromolaires, c'est une région dépourvue d'insertion musculaire. Donc, la prothèse peut être étendue à ce niveau. Donc ça, en ce qui concerne la conception générale de la prothèse. Approche psychologique. Donc, comme je le disais, donc c'est des patients qui sont difficiles à traiter vu leur profil psychologique difficile. Donc, c'est un facteur qui est hors de notre contrôle. Donc, on va essayer lors de votre contact avec le patient, essayer c'est-à-dire, si vous voulez, de refroidir le climat, c'est le patient qui يجي خايف منك, essayer de تقلع على هذاك الخوف. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de comprendre le profil psychologique du patient. Donc, c'est des patients qui sont le plus souvent âgés. C'est des patients qui sont le plus souvent âgés. Donc, on essaie de causer avec eux, نسقسيوه على اسمه, اللقب تاعه, وين يسكن. كاين دي باسيون اللي يحكي لك غير تسقسيه كي راك لاباس, كي راك الحاج لاباس غايه, يبدا يهضر لك عندي المشاكل, عندي ولادي, عندي بناتي, عندي داري, راحوا خلوني منا. خليه يهضر. Essayer de l'entendre, essayer de lui faire parler. D'accord? Comme ça, il va se sentir à l'aise. Donc, il va accepter, il va vous faire confiance, il va se confier à vous. Donc, la suite du traitement serait certainement favorable. D'accord? Donc, on essaie aussi de positionner le patient sur le fauteuil, dans une position confortable. Donc, n'oubliez pas que aussi l'attitude du praticien devant son patient joue un rôle très important. Donc, le patient qui te fasse confiance, خاصه يشوفك bien habillé, خاصه يشوفك لابس une tenue نقية, تهدر مليح. ما خاصهاش يشوف نواضرك مسخين, ما خاصهاش يشوف شعرك موسخ. Si tu fais que la prothèse, sûrement غادي تتوسخ. Essayez toujours تكون l'attitude تكون devant le patient تكون مليحة. هكا باش le patient يعرف باللي يمد القيمة لهذاك الميدسان, la confiance تاعه هذيك envers toi تزيد. Il se confie à toi. Donc, comme ça, on essaie de gagner le pari psychologique. D'accord? Donc, on essaie d'expliquer et de répéter chacune des étapes, parce que les patients, mais ils فهموش هما les étapes اللي رانا نديرو فيهم. Donc, généralement, qu'il y a une idée qui est répandue chez les patients, حسب اللي يدير empreinte primaire, la prochaine fois, il dit la prothèse تاعه. Donc, on essaie de lui expliquer chacune des étapes. Donc, il y a une empreinte primaire, une empreinte secondaire, des termes qui sont simples, بالدارجة تقولها له.
Donc خاصها يفهم قال الحاجه في الديبي تاع لا سيونس قال باغ اكزومبل مسيو ولا مدام عندنا plusieurs séances par exemple il est كنديروا empreinte primaire secondaire l'occlusion l'essayage et la livraison donc tu lui dis que on aura 5 à 6 séances, on aura aussi 2 à 3 contrôles pour pérenniser le résultat. Donc essayez de lui expliquer tout ça pour qu'il se sent à l'aise, pour qu'il comprenne plus ou moins qu'est-ce que tu es en train de faire dans sa bouche. D'accord? Donc comme ça va être favorable. Donc lui faire participer. Donc à chaque fois qu'il tu lui demandes d'exercer des mouvements ou de faire des trucs quelconques, par exemple, tu lui demandes d'ouvrir grand la bouche ou bien de tracter sa langue antérieurement. Donc à chaque fois qu'il le fasse d'une façon correcte, tu lui félicites, d'accord? Donc très bien, قال مليح, قال كيما هاك. Donc comme ça, donc à travers ces trucs, donc on essaie de gagner le pari psychologique, donc qui aura un impact très positif pour la réussite de notre traitement. Essayez d'apprendre de ces erreurs. Donc si vous commettez une erreur devant le patient, donc ما تتحسروش قدامه. Toujours ce qu'il ne faut pas dire c'est ما تقولهاش j'ai raté ça, j'ai fait une erreur, parce que هو في راسه انت تعرف تخدم. Même si tu es débutant, ça في راسه انت تعرف تخدم. D'accord? Donc on se met pas à ronchonner ou bien à accuser quelque chose ou quelqu'un. Donc on essaie de lui dire plutôt que le résultat ne nous satisfait pas, qu'on va refaire la séance pour un résultat optimal. D'accord? Donc تقول له باللي monsieur, la séance d'aujourd'hui est terminée. On continuera la séance prochaine pour les patients qui ne cherchent pas à comprendre. D'accord? Parce que كاين des patients ما على بالهش زعما يروح يجي normal. Parce que كاين وحدين قاعدين عنده retraité ولا ما عندهش problème يروح ويجي. كي تكونوا في l'état, je sais pas, كي تكونوا في l'état normal, parce que ils acceptent surtout في CHU ولا كي تكونوا تقراو, ils ont déjà accepté que غادي يطول له في التريتمون. هو معلي يديرها gratuitement, donc il va accepter ça. Les gens qui exercent en privé, ils vont me comprendre. Donc tu lui dis que la séance d'aujourd'hui est terminée, on continuera la séance prochaine. Ou bien tu lui dis qu'on va refaire la séance parce qu'il y a eu des contraintes, donc il va comprendre ça. Donc lors de votre traitement, ne donnez pas au patient des espoirs, d'accord? Ne lui dites pas que je suis le héros de la prothèse totale, d'accord? Donc essayez toujours de diminuer ou bien de diminuer les promesses envers le patient, d'accord? Et essayez d'assurer le résultat, c'est-à-dire essayez d'avoir une pratique qui dans les règles de l'art. Donc, pour avoir un bon résultat, comme ça va garantir notre succès. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'anatomie du maxillaire et de la mandibule, donc, comme vous le savez tous, donc les os maxillaires ou bien les régions maxillaires et mandibulaires ont une anatomie un peu particulière par rapport aux autres os du corps humain. Donc, c'est constitué donc d'un os basal et qui met les autres os de tout le corps humain, et un os alvéolaire. Donc l'os alvéolaire, il naît et il meurt avec la naissance et l'extraction de la dent. Donc après les extractions des dents, donc on aura un environnement qui est perturbé. Donc cette perturbation donc va s'aggraver tout au long de l'édentement du patient. Et ça va être aggravé aussi par la non-compensation de cet édentement par une prothèse totale ou bien une prothèse partielle. Donc ça en général. D'accord? Donc la figure ici montre que le niveau, donc c'est chez un patient jeune édenté, donc on a des crêtes qui sont informées, qui sont moins résorbées, une muqueuse qui est, donc on a des fois le joint périphérique ou bien le cul de sac vestibulaire
est profond. Donc, ça nous permet de d'étendre la surface de la prothèse. Au fur et à mesure que l'âge avance, donc les crêtes vont être résorbées, la surface d'appui va être rétrécie. D'accord? Donc ici à droite, vous voyez que il n'y a plus de joint vestibulaire. D'accord? Donc la crête elle est devenue plate, il n'y a plus de joint au niveau vestibulaire. Au niveau euh, au niveau inférieur. Au niveau supérieur, ça aura moins d'impact que au niveau inférieur. Donc la surface d'appui va être rétrécie, gravement rétrécie au niveau inférieur qu'au niveau supérieur. Donc les insertions musculaires vont être rapprochées, d'accord? Donc ça, le niveau 1, c'est un édentement ou bien c'est une résorption qui est modérée. Donc en 1, on a l'insertion du muscle buccinateur. Donc c'est une coupe sagittale au niveau de la région vestibulaire latérale inférieure. Donc en 1, on a l'insertion du muscle buccinateur. En 2, on a l'insertion du muscle mylohyoïdien. Donc à une résorption qui est avancée, donc les insertions musculaires vont être rapprochées, donc vont me gêner, vont gêner la prothèse lors de son assise sur la surface d'appui, vont la désinsérer. Donc c'est vraiment rapproché. Une ligne de crête. Certains praticiens l'appellent une ligne de crête. D'accord? Donc le cas devient de plus en plus difficile. Je disais que suite à l'extraction des dents, de toutes les dents, ou bien à l'extraction de certains dents, donc on a une résorption osseuse qui est amorcée. Donc si le patient il est jeune et denté, donc on a une résorption de crête qui est modérée, surtout si l'édentement il a été compensé par le port d'une prothèse, d'accord? Donc la crête va être sollicitée, donc ça va modérer la résorption osseuse. Donc le niveau des muscles ou bien le niveau d'insertion des muscles aurait moins d'impact sur la stabilité et la rétention de la prothèse. Au fur et à mesure que l'âge avance et les forces sont anarchiques sur le capital osseux, soit par le non-port d'une prothèse du tout, ou bien le port d'une prothèse qui est mal conçue. Par exemple, une prothèse issue d'une empreinte primaire serait une prothèse trop compressive, donc elle va aggraver la résorption osseuse. D'accord? Au bout de 10 ans, 15 ans, il dit que le patient avec des crêtes qui sont totalement résorbées, avec des crêtes inférieures qui sont plates. D'accord? Donc les gens qui exercent qui élaborent une prothèse suite à une empreinte primaire, donc méfiez-vous. D'accord? Donc les lignes qui sont en rouge, c'est le niveau muqueux, si vous voulez. Et les poches donc c'est les régions exploitées lors du joint périphérique. Donc au niveau inférieur, donc vous remarquez que une crête osseuse qui est plate, il y a presque plus de joints à exploiter, surtout dans la région vestibulaire antérieure. Donc les insertions musculaires vont être aussi rapprochées et vont descendre sur la crête. Donc les insertions du muscle buccinateur et mylohyoïdien au niveau de la région vestibulaire postérieure. La région vestibulaire, donc les insertions du buccinateur et des mylohyoïdiens vont être rapprochées et vont descendre sur la crête, ne vont laisser une petite partie pour loger la prothèse. Donc ça va déstabiliser de façon énorme la prothèse. Donc ça peut être traité par des mises en condition, mais ça serait très difficile. Au niveau antérieur, donc c'est des coupes sagittales au niveau antérieur. Donc on a en 1 c'est le muscle mentonnier, en 2 c'est le muscle génioglosse, en 3 c'est le muscle génio-hyoïdien, en 4 c'est le muscle mylohyoïdien. Donc suite à l'ancienneté de l'édentement et à la résorption de la crête qui est devenue plate par un niveau 4, une crête qui est plate ou bien concave dans le pire des cas. Donc c'est des insertions musculaires qui descendent sur la crête, qui montent plutôt sur la crête et qui sont rapprochés, donc ils vont rétrécir la surface d'appui. Donc cette figure donc montre une étude qui a été faite par Monsieur Bloch. Donc c'est des diagrammes qui indiquent la taille et la modification de forme des maxillaires
maxillaires édentés, d'accord, suite à la résorption et l'âge avancé. Donc, au niveau de la photo donc c'est l'arcade supérieure. Donc, وين كاين numéro 37, هذاك le carreau, c'est c'est les dimensions, c'est une dimension transversale de la région antérieure de la canine à canine, d'accord? Donc ça a mesuré en moyenne 37 millimètres chez des patients avec une résorption modérée, avec un édentement qui est récent. Donc, suite à l'ancienneté de l'édentement, cette région s'est rétrécie jusqu'à devenir 7 millimètres, donc moins de la moitié. D'accord? Dites-vous que ça a pris 20 ans, bien 15 ans, par exemple. D'accord? Que la résorption osseuse ne dépend pas d'un seul facteur qui est les forces et le port ou non de la prothèse, qui est des facteurs locaux, des facteurs généraux, qui est beaucoup de facteurs. D'accord? Donc, dans la région antérieure, toujours, on a la région de la papille incisive qui mesure 9, de la papille incisive jusqu'à le fond du vestibule, qui a mesuré 9 millimètres. Chez un patient avec un édentement ancien, ça s'est rétréci jusqu'à devenir 3 millimètres. D'accord? 3 millimètres, c'est très peu pour loger les dents antérieures. D'accord? Donc, postérieurement, généralement, la longueur de l'arcade ne change pas. Donc, la mesure transversale au niveau postérieur, ça c'est aussi rétréci. Donc, de 55 millimètres jusqu'à 45. Donc, ici, l'arcade était en forme de U, ça c'est devenu en forme de V. D'accord? Donc, suite à la résorption centripète. Au niveau inférieur, au niveau inférieur, on a une résorption qui est centrifuge. Donc, ça aura tendance à diverger les arcs. Donc, les arcs, les branches horizontales de la mandibule vont être divergentes suite à la résorption qui est centrifuge. Donc, elle part du centre à la périphérie. D'accord? Donc, les dimensions transversales au niveau antérieur ont resté presque les mêmes, 35-35. La région antérieure, l'aire de sustentation d'Ackermann s'est rétrécie à la moitié, 5 millimètres. La longueur de l'arcade est restée sensiblement fait la même. La largeur donc transversale de l'arcade s'est pas rétrécie, donc زادت كبرت ولات 66. Pourquoi? Parce qu'on a une résorption centrifuge, donc l'arc il est en V ouvert. D'accord? Il compte par exemple en petit V ou là en petit U, يزيد يكبر يروح vers la périphérie, il est en V ouvert. C'est pour cela les dentés âgés, donc يكون عندنا يولي عندنا un articulé inversé, parce qu'il faut عندي résorption centripète, l'arcade a tendance à se rétrécir, l'arcade inférieure, l'arcade a tendance à diverger, les arcs يروحوا هكا. Donc تولينا un articulé inversé où ça serait le cas devient plus compliqué. Donc cette figure de Nagel et Sears, donc d'après Nagel et Sears, donc la résorption centripète, elle part vers le centre au niveau supérieur. Donc généralement la surface d'appui au niveau supérieur ne perd pas trop de surface. Par contre, au niveau inférieur, donc elle aura beaucoup plus d'impact sur la biomécanique de la prothèse. Donc c'est une résorption qui est centrifuge au niveau postérieur et centripète au niveau symphysaire. D'accord? Donc comme on le disait, donc ça complique de plus en plus le cas clinique. Donc notre mission c'est quoi? Donc on sait que résorption centripète au niveau maxillaire, centrifuge à la mandibule. Donc la résorption elle est plus précoce au maxillaire mais plus lente que celle de la mandibule. D'accord? Plus précoce au maxillaire parce que c'est un os qui est spongieux. L'os de la mandibule c'est un os qui est compact, mais la résorption elle est beaucoup plus rapide. Donc on aura ça. Donc c'est centrifuge au niveau mandibulaire, centripète au niveau maxillaire. Donc ici à droite, donc les flèches bleues indiquent que l'arcade aura
tendance à une forme triangulaire. Au niveau inférieur, donc comme je le disais, c'est une résorption centripète au niveau latéral et une résorption centrifuge au niveau symphysaire, comme l'indiquent les flèches bleues. Donc l'arc, il a tendance à s'ouvrir. Donc au fur et à mesure que la crête devient plate, l'arc, il a tendance à s'ouvrir. Donc notre mission, c'est observer et palper. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc comme cas idéal, c'est une crête recouverte de fibromuqueuse rose pâle, comme celle-là, fermement attachée à l'os sous-jacent. Donc observer, donc la muqueuse, elle doit être rose pâle. D'accord? L'observation. En ce qui concerne la palpation, elle doit être adhérente à l'os. Donc il n'y a pas de crête flottante, il n'y a pas de caractère flottant. D'accord? Donc le caractère flottant, c'est on a une crête qui ne repose pas directement sur l'os. Donc on a ici l'os, ici la crête. Par exemple, au lieu d'avoir ça, donc au lieu d'avoir la crête et la fibromuqueuse, donc j'aurai ça. Donc on a une résorption de l'os où le niveau muqueux est كيما. Donc تولينا هذه la partie كاع fibromuqueuse. Donc ça devient mobile. C'est une crête flottante qui est défavorable à la sustentation surtout. D'accord? Donc on peut ne pas faire la chirurgie d'une crête flottante, mais ça serait très gênant. Donc suite au port des prothèses mal conçues, donc on aura ce qu'on appelle des parakératoses. Donc les parakératoses, c'est des petites lésions de la muqueuse buccale. Donc c'est des muqueuses, soit elle devient blanchâtre, soit elle devient rougeâtre par endroits, inflammatoire. Donc c'est réversible. Il faut savoir que c'est réversible. D'accord? Donc il suffit de déposer la prothèse du patient pendant quelques jours et vous verrez l'évolution favorable. D'accord? Donc généralement c'est des stomatites de type 1, des ulcérations, des lésions blanchâtres au niveau des lésions blanchâtres locales, donc suite à une épine irritative ou bien les stomatites type 1, donc la prothèse devient ancienne, donc تولي فيها بزاف la plaque ديال les stomatites des fois par endroit ماشي diffuse. D'accord? Au fur et à mesure que cette prothèse mal conçue est portée, donc elle n'est pas enlevée par les patients, surtout que nos patients n'enlèvent pas leur prothèse la nuit, donc il faut savoir que la prothèse doit être retirée la nuit pour que la fibromuqueuse ait du repos. Donc les malades تاعنا في la société تاعنا ما يقلعوش la prothèse. Donc le pire, c'est des patients qui ont une hygiène défectueuse de leur prothèse, كاين اللي ما يغسلهاش كاع. عندك يقول لك باللي راني je prends soin de ma prothèse. تشوفها تلقاها catastrophique. La plaque bactérienne déposée partout. D'accord? Ou qu'il y a des patients qui sont démunis, qui ne peuvent pas assurer l'hygiène de leur prothèse. Donc à chaque fois que vous rencontrez ça, essayez d'expliquer à leur conjoint ou à leur fils ou à leur fille. Donc اللي يجوا معاهم قال insister sur l'hygiène. Donc essayez de laver la prothèse après chaque repas. D'accord? Donc au fur et à mesure que cette prothèse mal conçue elle est portée, donc les lésions deviennent irréversibles. Donc on aura des lésions hyperplasiques, soit au niveau du palais, soit au niveau du fond du vestibule, des hyperplasies du dentier ou bien ce qu'on appelle les epulis fissuratum. Donc c'est des lésions qui ne peuvent être traitées que par une mise en condition tissulaire ou bien par une chirurgie pré-prothétique. Donc dans la majorité des cas, ça passe par une chirurgie. La mise en condition عندها حاجة défavorable, c'est le coût. Elle est très favorable, elle donne des résultats spectaculaires. Ça le coût, donc c'est le matériau تاع mise en condition شوية غالي. Donc يدير je sais pas 22 000 ou 25 000, يتريتي لك واحد 5 patients ou 4 patients. Je sais pas combien tu vas tarifier هذه la prothèse. Bon, il y a des patients qui acceptent le traitement, qui consentent sur le traitement. Donc allez-y. Donc ça c'est une crête flottante. Donc la crête flottante, elle ne peut pas être traitée par une mise en condition. Donc elle n'est jamais traitée par une mise en condition. Donc soit le caractère flottant, il est moyen,
ou bien le caractère flottant il est débutant, donc on dirait des empreintes qui sont adaptées à ce type de crête, ou bien le cas doit passer par une chirurgie pré-prothétique. Donc la crête flottante doit être éliminée, donc c'est irréversible, la crête flottante doit être éliminée et le traitement peut être poursuivi. Donc en ce qui concerne l'anatomie, du maxillaire, donc la surface d'appui, on le sait tous que عندنا un frein médian. Des fois, le frein médian est débordant. Des fois, on est amené à faire des frénectomies. ماشي دايما. La chirurgie pré-prothétique chez les dentistes total, les patients l'acceptent mal. Mais elle n'est pas trop acceptée par les patients. Donc, je ne sais pas. Ça va dépendre du cas. D'accord? Donc, au niveau maxillaire, عندنا la papille incisive. Le P, c'est incisif papilla. MT, c'est maxillary tuberosité. On a la tuberosité, c'est les indices positifs. Donc, ça, c'est le ligament pterygomaxillaire, le HN, le hamular notch, on l'appelle en anglais le hamular notch. D'accord? On a le raphe médian. Des fois, le raphe médian, il compte un peu saillant, ou là, un peu profond, en V. Donc, une petite décharge suffit. Donc, en B, ça, c'est les fossettes palatines. Donc, les fossettes palatines, c'est un dispositif. Mais يعاونك لا في السستنطاسيون, لا في stabilité, لا في الريتونسيون. يعاونك في حاجة تعرف به la limite de la prothèse. تشوف هادو les deux dépressions de part et d'autre de la ligne sagittale médiane. Donc, la prothèse va s'arrêter à quelques millimètres en arrière de ces fossettes palatines. Donc, en arrière de ces fossettes palatines est située la région postdam. C'est la région du voile du palais qu'on doit exploiter à travers un joint périphérique efficace. Donc, en anglais, c'est the fovea palatine. D'accord? The hamular notch, on l'a déjà dit. Donc, le posterior palatal cil, c'est la région du postdam. Donc, c'est une région très importante. Donc, dès qu'un axe pratique la prothèse totale ou me dire le postdam, la prothèse va, dans 80% des cas, ne va pas être rétentive. C'est une région qui assure l'étanchéité du joint périphérique. Donc, cil, c'est rentre étanche, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est une région très importante quant à la stabilité, quant à la rétention de la prothèse. Donc, la rétention de la prothèse va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, entre autres, c'est l'étanchéité du joint périphérique. Donc, pour repérer la région du postdam, donc on a premièrement un changement de couleur. La muqueuse qui est située en avant de cette ligne verte, c'est une muqueuse rouge. La région ou bien la muqueuse qui est située derrière ou là en arrière de cette ligne verte aura une couleur qui est un peu plus orangée. D'accord? Qui est la couleur tous les plus orangée, تفهم باللي راك في la ligne postdam, راك في la région postdam. D'accord? Donc on a une limite antérieure et une limite postérieure. La limite antérieure, elle est repérée à travers la manœuvre de Valsalva. Donc la manœuvre de Valsalva, c'est on demande au patient de souffler par le nez, les narines bouchées. D'accord? Donc tu lui bouches les narines, tu lui demandes de souffler par le nez. C'est-à-dire تبلع عليه نيفه وتقول له تنفس من نيفك. D'accord? Donc هو غادي يشوفها شويه contradictoire, بصح هذه هي la manœuvre. D'accord? Qui dit Valsalva, le voile du palais va tomber comme ça. Donc, تعرف به la limite antérieure. D'accord? La limite postérieure, elle est repérée par le A prolongé. Donc, tu demandes au patient de prononcer un A prolongé. Donc, tu repérer la région, la partie postérieure. Donc ça, c'est la partie du voile du palais qui serait exploitée. Concernant la forme de l'arcade, donc ça selon le joyeux. Donc quand les crêtes sont peu résorbées et les arcades sont en U avec un palais plus ou moins plat, le palais plus ou moins plat, il est favorable à la sustentation. D'accord? Donc c'est des cas plus ou moins favorables. D'accord? Donc par exemple, si vous êtes étudiant en 4e année, vous allez traiter ça. D'accord? C'est plus ou moins facile. Donc les cas
Les cas aux crêtes plus ou moins résorbées, donc les cas les plus défavorables, donc c'est des palais qui sont un palais qui sont ogivaux, donc un palais ogival est défavorable à la sustentation. Cette région généralement très difficile à exploiter, d'accord. Les crêtes très résorbées, il faut savoir que la région du palais, la résorption me touche. Donc toucher la crête, la région du palais me touche bzaf la résorption. Donc c'est une région qui est importante pour la sustentation, d'accord. Donc c'est des cas très peu favorables. C'est une crête qui est généralement à plat, mise à plat, donc c'est des cas très défavorables. Au niveau inférieur, donc au niveau inférieur, la surface d'appui elle est un peu plus ou moins rétrécie par rapport à l'arcade supérieure. Donc les points qui sont en noir, c'est la ligne fêtière, c'est crest of the ridge, c'est la partie, c'est les plus hauts de la crête, d'accord. Donc les indices qui sont positifs, qui sont à exploiter. Donc mon empreinte doit englober, ou là ma prothèse doit englober justement la patte, le trigone rétromolaire. Donc ça c'est un indice positif pour la sustentation. Donc le pterygo mandibulaire raphé, c'est le ligament pterygo-maxillaire inséré en haut et qui descend jusqu'en bas, d'accord. Donc c'est un indice négatif, il doit être dégagé. La région postérieure, c'est-à-dire la région postérieure à côté du trigone rétromolaire, la ligne il ira en jaune. C'est une région les praticiens mais يشوفوهاش ولا ما يعرفوهاش. C'est une région de l'insertion du muscle masséter, d'accord. La région elle est déstabilisatrice. La prothèse elle doit être dégagée, d'accord, au cours de l'empreinte secondaire et au cours de la livraison de ta prothèse, d'accord. J'ai oblique كيما راها la ligne. La région mylo-hyoïdienne, donc on a dit que la prothèse doit s'arrêter à l'insertion du muscle mylo-hyoïdien ou bien un peu en dessous, ماشي دايما, généralement c'est le même niveau. La prothèse peut être étendue en joint périphérique, peut être étendue dans la région rétro-mylo-hyoïdienne, donc le volet lingual. Donc le volet lingual, donc il va descendre en ligne verticale depuis le trigone rétromolaire et en ligne verticale. Il va me constituer une région qui est importante pour la rétention de ma prothèse. Donc on a une région qui est aussi importante, il faut l'exploiter. Donc ça me donne un joint périphérique qui est efficace, qui est étanche. Donc c'est la région vestibulaire latérale. La région vestibulaire latérale, c'est les poches paratuberositaires, les poches désignées. Les poches qui sont situées au niveau inférieur, en anglais, c'est le de buccal shelf. C'est une région qui est où le joint périphérique doit être épais, donc ça dépasse les 2 mm. C'est une région qui doit être exploitée, d'accord. Au niveau lingual antérieur, donc on a les tubercules, les géniotubercules, donc les tubercules de l'insertion des muscles génioglosse et génio-hyoïdien, d'accord. هادو ما يبانوش كي تكون لا كريت كبيره, كي لا ريزوربسيون تزيد يولوا دي فوا يخرجوا كاع يقعدوا contre des poules. Donc ça c'est en général les indices qui sont à exploiter et à éviter au niveau inférieur. Donc quant au volume de la langue, donc c'est un indice très très important à prendre en compte. Donc il faut savoir que la langue étroite est généralement mobile, donc c'est défavorable pour la stabilité de la prothèse, et la langue qui est volumineuse et elle n'est pas trop mobile, donc c'est favorable pour la stabilité de la prothèse, d'accord. Donc une crête large, une langue large, c'est généralement favorable. Une langue étroite, c'est généralement mobile, pas trop favorable. Donc les cas les plus favorables, c'est des crêtes hautes avec des langues larges. Les cas les plus défavorables, c'est des crêtes plates avec des langues qui sont petites, d'accord, vice versa. Donc, diagnostic et plan de traitement. Donc, après avoir fait mon examen clinique, mon observation, tout ce qu'il faut, donc je dois regrouper mon patient.
D'accord? Donc, Dupuis et ses collaborateurs ont fait, ont scindé les patients en 3 groupes. Donc, le groupe 1CD, généralement, c'est des patients avec une anatomie très favorable, donc muqueuse de bonne qualité, adhérente à l'os et des crêtes très peu résorbées et plutôt régulières. D'accord? Donc, c'est des cas fréquents. Le groupe 2, donc, il fait suite à des extractions récentes. On a la présence de contre-dépouilles, des crêtes irrégulières, donc avec une dépressibilité différente par des régions. J'ai par exemple des extractions qui sont anciennes au niveau postérieur, récentes au niveau antérieur. Donc c'est des cas plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués qu'il faut savoir gérer. Donc en prothèse totale, خاصك تعرف la région à exploiter, la région à éviter, euh, la région اللي يكون فيها joint مليح, la région اللي يكون فيها joint déficient. D'accord? Pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir le traitement تاعك. Les cas qui sont défavorables, donc c'est des crêtes très résorbées, voire négatives. Donc on rencontre des fois des crêtes qui sont concaves au niveau inférieur. D'accord? En forme de, ou là, des crêtes en forme de lame de couteau. Donc, c'est des crêtes généralement inexploitables. C'est des cas qui réussissent peu. نكذبش عليكم. C'est, نديروا لهم des prothèses pisographiques, نديروا لهم des زعما mise en condition بصح c'est très difficile. Sauf si le patient يكون coopérant, يكون يتادابت مليح على la prothèse, donc ça réussit. Mais ça reste très difficile. Donc le pronostic thérapeutique s'avère plus réservé. Donc c'est réservé, tu ne sais pas. Donc je vous ai déjà dit que tu peux ne donner pas d'espoir trop d'espoir au patient. Donc quand le cas est favorable, donc tu peux lui dire que ton cas est simple, on va le gérer maintenant. Ça, quand le pronostic, vous sentiez que le pronostic est réservé, donc n'élevez pas trop la barre, d'accord? Parce que le patient يطمع. يقول لك باللي كاين دي باسيون على قلت لكم الانتيروغاتوار لازم تطول فيه. كاين دي باسيون يجي عندك باغ اكزومبل يقول لك درت 10 تاع لي بروتيز. صحيح هنا تفهم باللي سي ان باسيون كي اكسبت مال لي بروتيز. سي ان باسيون ان بروفيل psychologique difficile. D'accord? Donc il faut se méfier. Si le patient n'a jamais porté de prothèse, les crêtes sont hautes, larges, la surface d'appui est bien, donc c'est un cas plus ou moins favorable. D'accord? Donc il faut analyser tout ça, tout ce qu'on a vu, pour pouvoir gérer ton cas. Donc ne prenez aucun critère à la légère. D'accord? Donc tous les critères sont importants. N'oubliez pas que c'est selon Finlay Sutton, c'est 30% technique, 70% adaptabilité du patient. Et consentement sur le traitement تاعك. Et aussi la confiance qu'il te fait. Donc on arrive aux empreintes. Donc les empreintes, on a des empreintes primaires, des empreintes secondaires. Donc les empreintes primaires, c'est généralement des empreintes qui sont mucostatiques. Donc on n'exerce aucun mouvement. Donc c'est des empreintes qui nous permettent d'avoir la topographie du maxillaire ou bien de la mandibule. Donc c'est une image qui est figée de l'arcade. Ça nous permet aussi de réaliser des porte-empreintes individuelles pour la suite du traitement. D'accord? Donc c'est un acte qui est majeur. Il doit faire l'objet de tous nos soins. Donc c'est le début, c'est le premier maillon de la chaîne thérapeutique. Donc toute erreur faite à ce stade, donc va être cumulée à la suite par des erreurs qui vont rendre le traitement plus difficile. D'accord? Donc les empreintes secondaires, c'est des empreintes anatomo-fonctionnelles. Donc ils vont nous donner les limites exactes de la future prothèse. Ils vont nous garantir la stabilité et l'adhérence pendant le repos et pendant la fonction. D'accord? Donc c'est le but de toute prothèse. Donc elle ne se désinsère pas, elle est stable au repos et pendant que le patient mange et parle, donc elle est stable et rétentive. Donc on a des matériels et des matériaux qui sont divers et des protocoles qui sont divers, donc c'est adapté au cas clinique.
Donc, il faut savoir que suite aux lésions qui sont présentes, qu'on a déjà vues, suite au port des prothèses mal conçues ou bien suite au traumatisme présent en bouche, donc des lésions qui sont présentes en bouche, donc aucune empreinte ne peut être réalisée valablement si des ulcérations ou bien des lésions sont présentes. Donc, la nécessité d'un traitement préalable est évidente. Donc, le traitement préalable pourrait être quoi? Donc, parfois seulement la dépose de la prothèse, parfois un traitement. Parfois, on a des stomatites ou bien euh, on doit passer par des traitements antifongiques. Parfois, on doit passer par un traitement de mise en condition tissulaire. Parfois, on doit passer par une chirurgie. D'accord? Donc, toute lésion qui est présente contre-indique la prise d'empreinte. D'accord? Les empreintes primaires. Donc, les empreintes primaires, c'est des empreintes qui sont toujours en surextension, surtout si l'arcade est plus ou moins résorbée. Donc, ça refoule la ligne de réflexion muqueuse à un niveau plus haut. Donc, ça donne un modèle en surextension. C'est pour cela, on ne peut pas réaliser une prothèse suite à une empreinte primaire parce que c'est très compressif, c'est en surextension. Le patient ne peut pas supporter une prothèse issue d'une empreinte comme celle-là. D'accord? C'est très clair. Donc, tous les matériaux sont compressifs, mis à part le plâtre à empreinte. Donc, le plâtre à empreinte, on va pas en parler aujourd'hui. On va parler que de l'alginate. Moi, je travaille avec de l'alginate. Le plâtre à empreinte, je n'ai jamais travaillé avec. Ce n'est pas commercialisé en Algérie. D'accord? Donc, c'est des matériaux qui sont compressifs. Il s'agit d'être le moins compressif possible. Donc, à travers l'empreinte secondaire, on va diminuer la compressibilité. D'accord? Donc, le but de mon empreinte, c'est de capturer tous les éléments anatomiques qui sont présents, soit positifs, soit négatifs, pour pouvoir soit les exploiter, soit les décharger ou bien les dégager. D'accord? Donc, on a vu les indices. Bon, les indices, les révisions de deuxième année, c'est important. D'accord? Donc, pour les étudiants qui sont présents ici, qui n'ont jamais pratiqué de la prothèse amovible complète, donc vous pouvez vous demander l'intérêt des indices biologiques. Donc ça, c'est l'intérêt des indices biologiques. D'accord? Donc on a vu tout ça. Donc, elle est réalisée par l'alginate, importe empreinte de commerce. On va le voir. Au niveau inférieur aussi. Donc je dois capturer à travers le porte-empreinte individuel et le matériau à empreinte tous les éléments qui sont présents en bouche. Donc, les éléments qui sont présents en bouche, je les observe à l'œil et je les palpe par ma main. D'accord? Je peux pas observer une ligne oblique externe qui est saillante. D'accord? Donc, je dois la palper par mon doigt. D'accord? Je dois palper les tubérosités. Je dois palper le trigone rétromolaire. Parfois, il n'est pas tout le temps favorable, le trigone rétromolaire. Il peut être aussi flottant. D'accord? Une crête flottante. Je peux pas le sentir avec mes yeux. Il faut sentir avec le doigt. D'accord? Donc, ceux qui travaillent, ceux qui font des examens cliniques par un ABS langue, donc, réglo روحكم. Donc, le choix du porte-empreinte individuel, donc c'est des porte-empreintes de commerce disponibles en différentes tailles et formes. Donc, la photo qui est à droite, c'est ma propre photo. C'est un cas clinique que j'ai traité. فوش على السيسم porte-empreinte. À cause de le compas هذا اللي ما كانش عندي. سيت 7 تاع لي porte-empreinte، واحد جوج ثلاثة 8 تاع لي porte-empreinte باش نستعمل زوج. Donc, qui تبع la méthode Nishan, c'est des actes qui sont simples. بصح يعطونا un résultat garanti ou يعطوك un résultat qui est favorable. D'accord? Donc, le porte-empreinte individuel est choisi en fonction de la forme de l'arcade et de la taille des crêtes. D'accord? Il est soit en métal, soit en plastique. Donc, il est en métal, il est perforé ou non. Donc, les porte-empreintes en métal qui ne sont pas perforés, ils sont réservés au plâtre à empreinte. L'utilisation de l'alginate exige des porte-empreintes qui sont perforés. D'accord? Donc, les porte-empreintes qui sont ici en plastique, donc c'est des porte-empreintes anatomiques qui conviennent bien. فيهم كاين une série تاع porte-empreintes anatomiques تنباع. On l'appelle les porte-empreintes de Schleiermacher.
Donc c'est des porte-empreintes adaptés aux différentes formes d'arcades, des arcades. D'accord? Donc le porte-empreinte doit être distant de la crête de 2 à 3 mm. Il doit être distant pour laisser la place au matériau à empreinte, donc comme le montre la photo. Et il doit être aussi distant de la ligne de réflexion muqueuse à la rigueur 1 mm, d'accord, pour capturer la ligne de réflexion muqueuse. Donc, la correction par ajout de cire ou de pâte thermoplastique en cas de sous-extension, par exemple comme le cas comme celui-là. Donc on a un palais très profond. Donc la distance entre le porte-empreinte et la crête serait très large. Donc comme l'alginate, c'est un matériau qui est plus ou moins fluide, qui est consistance crémeuse, d'accord, qui sera de consistance crémeuse, donc il ne sera pas soutenu. Donc là, au fur et à mesure que la distance augmente, donc le matériau ne sera pas soutenu. Donc un ajout de cire ou de matériaux thermoplastiques, là, par exemple la pâte de cœur, serait très bénéfique. Donc la dimension de l'arcade, elle est relevée à l'aide d'un compas à pointe sèche. Donc ce compas, هذا الكومبا ينباع مع هادو les porte-empreintes, les porte-empreintes noirs, d'accord, qui sont en plastique. Bon, c'est des porte-empreintes qui sont chers, mais c'est très bénéfique, d'accord. On va voir comment mesurer la largeur de l'arcade. Le matériau à empreinte, aujourd'hui on va parler de l'alginate, d'accord. Donc il faut savoir que l'alginate est le produit le plus utilisé dans le monde. Donc c'est un matériau qu'on connaît tous, qu'on sait manipuler, et qu'on est habitué à le manipuler. Donc هذه هي c'est موالفة ولا تالفة. Donc facilité d'utilisation, c'est un matériau qui est hydrophile. Donc un inconvénient, il est compressif, il nécessite aussi une coulée immédiate. Donc dans les 20 minutes, ou bien on dépasse pas les 20 minutes après avoir pris l'empreinte, d'accord. Donc ça existe en deux types, type 1 et type 2, d'accord. Le type 1 c'est à prise rapide, le type 2 c'est à prise normale. Il est classé aussi en 3 classes selon le degré de précision: alginate de classe A, alginate classe B et classe C. Donc le degré de précision classe A c'est 25 microns, c'est la plus précise. Classe B 50 et classe C 75 microns, d'accord. Donc en prothèse totale, j'aurais pas trop besoin de capturer le minimum de détails, ou bien des détails qui sont minimes, d'accord. Donc un alginate à 75 microns me suffit largement, d'accord. Donc il faut savoir le manipuler, il faut savoir l'utiliser. Donc هادو type 1 classe A classe B تلقوهم في الساشي. Technique d'empreinte. Donc on a le plateau technique, j'aurai besoin de porte-empreinte, de bol, de cuillère pour de l'alginate. Donc le bol تاع l'alginate il est dur généralement. J'aurai besoin de compas à pointe sèche pour mesurer la largeur de l'arcade. J'aurai besoin du spatule à malaxer. J'aurai besoin éventuellement d'une assistante pour malaxer l'alginate, d'accord. Les étudiants, je sais pas, ou bien les praticiens qui travaillent seuls, ce n'est pas grave. La position opératoire classique, donc on a un patient qui est assis confortablement, la tête dans le prolongement du corps. La position du praticien, donc si c'est une empreinte supérieure, donc il serait en arrière du patient. Si c'est une empreinte inférieure, il serait en avant du patient, d'accord. Donc l'empreinte mandibulaire sera la première réalisée parce qu'elle est la moins déplaisante pour le patient, d'accord. Donc la prothèse supérieure, l'empreinte supérieure est faite par la suite. Pour les doses, une dose d'eau pour une mesure de liquide, c'est l'idéal. Donc lors du malaxage, donc l'alginate ne doit pas être fluide, d'accord. Si c'est fluide, donc ça serait une empreinte mal faite. Donc في الملاكساج كي دير une dose d'eau, une mesure de liquide, غادي تحس بلي لاجينات قريب تنشف. لازم كي تقعد تخلط. Donc le mélange serait comme ça en 8. لازم كي تكون تخلط تحسبها راه باغي تنشف. كي تحسبها راه باغي تنشف سي لا بون كونسيستونس. بون تنشف ماشي تشوف
euh, ici, il y a une faute, une dose d'eau pour une mesure de poudre, de liquide. D'accord? Donc, l'alginate sera de consistance ferme, déposée et modelée sur le porte-empreinte. D'accord. Donc, je prends mon compas. Donc, je prends 2 points repères. Donc, ça serait soit au niveau inférieur, soit un point quelconque de crête, ou bien, moi, généralement, j'utilise les trigones rétromolaires pour mesurer la largeur de l'arcade. On va نشوف le porte-empreinte qui correspond. D'accord? Donc, le porte-empreinte, par exemple, je prends un repère qui est le centre des trigones rétromolaires. Donc, le centre des trigones rétromolaires, qui n'est dit le compas, le porte-empreinte, les images au centre de la porte-empreinte. Mais j'ai l'extrémité. Et le l'extrémité veut dire c'est un porte-empreinte qui est petit. D'accord? Donc, le porte-empreinte, donc il doit laisser donc la photo au haut et à droite. Donc ça c'est le porte-empreinte et ça c'est le compas. Donc, le porte-empreinte, il doit laisser l'espace au matériau empreinte. D'accord? Donc, je vais essayer le porte-empreinte en bouche. Je le fais plusieurs fois, d'accord? Ça, c'est des cires pour ne pas trop déborder l'alginate. Donc, l'alginate sera de consistance ferme, déposée et modelée sur le porte-empreinte de façon convexe à la mandibule et concave au maxillaire pour s'adapter à la forme du maxillaire ou de la mandibule. Donc, insertion, centrage. Bien sûr, je dois centrer mon porte-empreinte. Voilà. Donc, si c'est une empreinte maxillaire, donc je me tiens derrière le patient. Si c'est une empreinte mandibulaire, je me tiens devant le patient. Et le porte-empreinte serait maintenu par les 2 index. Donc, après rigidification et la prise du matériau, donc le porte-empreinte, il est désinséré d'un coup sec. Donc, ça, c'est concernant le maxillaire, c'est la même procédure. Donc, ici, on a adjoint une cire au niveau du palais, compenser l'espace important qui existe entre le porte-empreinte et le palais, la surface du palais. C'est la même procédure. Donc après, je passe aux examens critiques de mon empreinte. Donc je dois évaluer l'empreinte TI. Est-ce que je compte sur cette empreinte pour continuer le travail ou bien je dois refaire? Donc tous les éléments anatomiques observés sont présents. Donc les éléments que j'ai déjà observés, je les observe encore une fois sur mon empreinte. Donc, par exemple ici, la photo du centre, on a la crête, la région sublinguale, les niches rétromolaires. Ici, au niveau vestibulaire, j'ai un joint épais. La ligne de réflexion muqueuse, elle est un peu épaisse, donc ça va. Au niveau antérieur, un des manques. Au niveau antérieur, il y a un manque. C'est une empreinte limite. Mais pour moi, donc quand on trouve à refaire, d'accord? Parce que c'est une région importante c'est une région importante pour la réalisation du joint périphérique. Ça va être difficilement compensé lors de l'empreinte secondaire, d'accord? Donc s'il y a un manque ou des bulles au niveau des régions importantes, par exemple le volet lingual, comme ici, la photo de la droite. J'ai adjoint des gouttes de cire au niveau des volets linguaux. Pourquoi? Parce que le matériau génie fin. Le matériau génie fin, j'ai bien capturé la région. Donc, j'ai des gouttes de cire pour soutenir l'alginate. Donc, il y a un manque ou la bulle, les régions importantes, comme le volet lingual, le voile du palais ou bien le fond du vestibule. Donc, l'empreinte doit être refaite. D'accord? Il y a qu'un génie manque au niveau du palais. Par exemple, une bulle d'air au niveau du palais, elle peut être compensée par un petit ajout de cire. D'accord? Et ça va compenser lors de l'empreinte secondaire. Donc, les régions qui sont importantes, y compris au manque ou la bulle, donc je dois refaire. D'accord? Si le matériau se déchire aussi dans une région importante, comme celle-là, la région du trigone, la photo de la gauche, donc je dois refaire aussi. Donc, le porte-empreinte ne doit pas buter sur la surface d'appui. D'accord? Donc, les parties d'alginate qui est en surcontour peut être élevées, par exemple, comme le cas de cette empreinte. Par exemple, celle-là. Donc, j'ai capturé presque une bonne partie du voile du palais. Donc, j'ai allé au-delà du voile du palais. Donc, je peux supprimer tout ça. Donc, je dois me situer en arrière
et en arrière des fossettes palatines jusqu'à 5 mm. Donc, je peux supprimer l'excès. J'espère que c'est clair. C'est simple. Il faut seulement suivre les bonnes recommandations. Donc, la coulée de l'empreinte doit être immédiate après la prise d'empreinte. Donc, immédiate, c'est immédiate. Que ça se déforme. Soit par imbibition, soit par synérèse. Donc, mettre l'empreinte dans un bol d'eau, mettre l'empreinte dans une enceinte hermétique, ça va se déformer. D'accord? Donc, c'est l'inconvénient majeur de l'alginate. Donc, tu dois faire la coulée immédiatement. Tu dois attendre maximum 15 minutes. D'accord? Donc, lors de la coulée, donc l'acidité superficielle de l'alginate sur la surface de l'empreinte est réduite en y pulvérisant de la poudre de plâtre. Donc, on dit la poudre de plâtre sur la surface de l'alginate pour diminuer l'acidité, et puis je passe sous le robinet. Puis je réalise la coulée d'une manière conventionnelle. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle un modèle primaire. Donc, c'est un modèle tous les éléments sont présents. Donc, je peux réaliser un porte-empreinte individuel dans les normes. J'espère que c'est clair. Donc, les empreintes secondaires, c'est des empreintes qui sont anatomo-fonctionnelles. Donc, elles enregistrent la limite précise de la prothèse. Donc, en ce qui concerne la stabilité et la rétention. D'accord? C'est des empreintes qui sont moins compressives que les empreintes primaires, parce qu'on utilise des matériaux moins compressifs tels que le silicone. L'enregistrement de la surface d'appui exploitable lorsque celle-ci subit des contraintes fonctionnelles, d'accord, c'est le but de l'empreinte secondaire. Elle préfigure le volume de la prothèse terminée, donc c'est le volume final. C'est pour ça c'est une empreinte, c'est l'empreinte finale, d'accord. En anglais, on l'appelle final impression. L'empreinte secondaire n'est pas le rattrapage d'une empreinte primaire mal réalisée. Donc, les fautes qui sont commises au niveau de l'empreinte primaire ne seraient éventuellement pas rattrapées lors de l'empreinte secondaire. Donc, il faut être méfiant. D'accord? Donc, ça passe par 3 étapes. On a la réalisation du porte-empreinte individuel, soit en résine autopolymérisable ou bien en plaque base. D'accord? Donc, le tracé, il est réalisé par le praticien et le PUI, il est réalisé par le technicien. Ou bien, comme c'est le cas pour moi, je réalise tout seul. D'accord? Donc, je préfère la résine autopolymérisable parce que c'est dur. La plaque base, donc ça se déforme au contact de la chaleur. Des fois, ça se casse. Donc, c'est pas le bon matériau pour moi. D'accord? Donc, le joint périphérique, la séance clinique va commencer par, donc le porte-empreinte individuel va être confectionné au labo. La séance clinique va commencer par l'adaptation du porte-empreinte individuel, la réalisation du joint périphérique. Il est réalisé généralement à la pâte de cœur ou bien avec des polyéthers qui est la permadine orange. D'accord? Et puis, on termine la séance par l'enregistrement de la surface d'appui par un matériau à empreinte, qui serait soit des élastomères de synthèse, donc soit des silicones, soit des polyéthers, soit des polysulfures, ou bien une pâte à oxyde de zinc ugénante. Donc, la pâte à oxyde de zinc, elle est moins compressive que les autres matériaux. Elle est plus ou moins dure. Donc, en présence de contre-dépouille, c'est contre-indiqué parce que c'est des matériaux qui se cassent. Ils sont plus ou moins rigides. Donc, les pâtes à oxyde de zinc, c'est généralement en cas de crête flottante. Le porte-empreinte individuel, le porte-empreinte doit être rigide, indéformable et non perforé. D'accord? Donc, les bords du porte-empreinte sont épais, 2 à 3 mm, pour pouvoir supporter le joint périphérique, le matériau du joint périphérique, et ils sont arrondis. Donc, ils sont plus épais au niveau postérieur. D'accord? Parce que le joint périphérique au niveau postérieur, les poches d'Eisenring et les poches inférieures sont un peu plus épaisses. D'accord? Il comporte un bourrelet préfigurant l'emplacement des dents de leur future arcade dentaire. Bon, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça ou de faire ça. Donc, le porte-empreinte individuel, pour les Français, il doit comporter un bourrelet. Pour les Anglais et les Américains, il doit comporter un manche et des butées. D'accord? Donc, les Français, ils disent bourrelet. Le bourrelet اللي يديروه في porte-empreinte qui met le bourrelet اللي كنا نديرو في الماquette d'occlusion. C'est le même. D'accord? Il doit préfigurer les dents de la future prothèse. D'accord?
il doit avoir un bon soutien de la lèvre. Huma, les Français, ils disent que avoir un bourrelet, c'est avoir un bon soutien de la musculature périprothétique et par la suite faire un bon joint. D'accord? Donc les Anglais ما يأمنوش بهذه. يديروا منش ويخدموا عادي. D'accord? En ce qui concerne moi, en ce qui me concerne, donc انا ندير بورلي. D'accord? نتوما سي المهم تكون عارف شنو الصوالح كاع شنو الصوالح كي اكزيست ودير الحاجه اللي تساعدك في لابراتيك ما كاش حاجه كي ابسولي. داكور؟ دونك دير الحاجه اللي تساعدك في لابراتيك. انا لو بورلي يساعدني نخدم بالبورلي. D'accord? Le tracé du porte-empreinte, il s'arrête à la limite muqueuse libre, muqueuse attachée, située généralement 2 millimètres du fond du vestibule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon modèle, je prends le crayon verticalement par rapport à la crête, comme le montre la photo. D'accord? Je trace une ligne. Quand je le prends verticalement, je vais tracer une ligne qui serait le fond du vestibule. Donc, généralement, le porte-empreinte va s'arrêter à 2 millimètres du fond du vestibule. D'accord? Donc, si je suis en supérieur, à 2 millimètres en dessous du fond du vestibule. D'accord? Donc, ça, c'est les lignes tracées pour réaliser les bourrelets. Au niveau postérieur, donc, il doit dépasser la limite palier-dur-palier-mou de 2 millimètres. Donc, les freins sont dégagés largement. Donc, au niveau inférieur, ça serait de même. Donc, il englobe tous les éléments. Donc, il monte de 2 millimètres du fond du vestibule. D'accord? Donc, au niveau des freins, le PU doit être échancré largement en U pour, dans le sens de mobilisation du frein. D'accord? Donc, on dirait un V fermé. On dirait toujours un U qui est ouvert ou là un V qui est ouvert. D'accord? Pour permettre à la substance à empreinte de s'enrouler autour du frein. D'accord? Pour permettre une bonne action du frein. Donc, après l'avoir confectionné, donc je passe à l'analyse et le réglage du PUI en bouche. Donc, le contrôle, j'introduis mon PUI en bouche, je contrôle les limites du PUI. Donc, le contrôle, soit il est statique et il est dynamique. Le contrôle statique se fait par une traction horizontale des joues et des lèvres pour pouvoir visualiser les limites du porte-empreinte. Donc, la limite du porte-empreinte, c'est, comme on a déjà dit, là, c'est la muqueuse libre, muqueuse attachée. D'accord? Ça, c'est la limite. On la visualise à l'œil nu. Et puis, on passe aux tests dynamiques qui sont les tests de Herbst. Donc, les tests dynamiques au niveau supérieur. Donc, au niveau supérieur, pour la région postérieure, c'est l'ouverture forcée. La région postérieure moyenne ou la latérale moyenne, c'est le sourire large, ou bien je demande au patient de creuser les joues. Il fait ça. D'accord? Au niveau antérieur, donc j'essaie de tracter la lèvre inférieurement pour l'insertion du frein. Pour la région du joint périphérique antérieur, donc je demande au patient de faire ça. D'accord? Donc c'est le sifflement ou bien de mimer le baiser. Ou là, le patient il dit généralement c'est réservé au joint périphérique. Ça en ce qui concerne le supérieur. L'inférieur, donc ça passe par les mêmes étapes, sauf si les tests de Herbst ne sont pas les mêmes. D'accord? Parce que ici, j'ai la présence de la région linguale. Donc, les tests statiques, toujours traction horizontale, visualisation des limites du porte-empreinte, il doit s'arrêter à la muqueuse libre, à la limite muqueuse libre, muqueuse attachée. Donc, les tests de Herbst au niveau inférieur. Donc, pour la région postérieure. Donc, on a déjà parlé de la région massétérienne. Ici, le porte-empreinte doit être dégagé latéralement au trigone, doit être dégagée. Donc, elle est décelée par l'ouverture maximale. D'accord? La limite postérieure du porte-empreinte, elle est décelée par l'ouverture maximale. D'accord? Donc, la région latérale moyenne, elle est décelée par une ouverture moyenne. Donc, si je demande au patient d'ouvrir grand et mon matériau mon porte-empreinte individuel va se déstabiliser, donc je suis en surextension. Je dois éliminer davantage le matériau. D'accord? Donc, هذه هي la photo اللي قلت لكم عليها قبل. Donc, le volet lingual doit descendre de manière verticale, mais trigone يهود de manière verticale. يعطيك هذا le triangle. C'est les niches rétromolaires ou bien le volet lingual.
doit être exploité. D'accord? Donc, pour la région linguale, de la région milo-hyoïdienne, donc je demande au patient de tracter sa langue à gauche, à droite, d'accord? Je visualise, donc euh, je dois, je dois tenir le porte-empreinte par mes deux doigts. ونشوف راه يطلع راه يهود راه يطلع راه يهود. Donc il est quand ça se déstabilise, donc je dois éliminer davantage, d'accord? Donc c'est généralement ça. La région sublinguale, donc je demande au patient, je sais pas, la région sublinguale, je demande au patient, si je fais un bourrelet, donc je demande au patient de toucher la région du bourrelet, d'accord? Est-ce que là يطلع ولا ماشي يطلع. Sinon, je mets mes deux doigts ici et je demande au patient de tracter sa langue en dehors de sa bouche, d'accord? نقول له خرج لسانك برا يتوشي لك صباعك هادو زوج دير كيما هكا يتوشي لك صباعك. C'est un mouvement très efficace pour le joint de la région sublinguale. D'accord? كي يتوشي لك صباعك قول له خرج لي صباعي. Essaye يدمر لك صباعك بلسانه comme ça. D'accord? Ça c'est le bon mouvement. D'accord? À travers ça, je visualise la stabilité de mon porte-empreinte individuel. D'accord? Donc ça, la photo qui est au milieu, donc c'est la région massétérine. Elle doit être dégagée pour une bonne stabilité de ma prothèse. Donc le joint périphérique, c'est quoi? C'est de rechercher le modelage fonctionnel des extensions maximales des bords autorisés par le jeu de la musculature. Donc ici, photo d'à droite, on a trois régions. On a la région 1, la région 2, la région 3. Donc, la région 3, c'est le fond du vestibule. C'est un joint, comme dit la région 3, il serait en surextension, donc la prothèse va se déstabiliser. Quand dit la région 1, c'est un joint en sous-extension, il n'est pas efficace, donc il ne va pas garantir la rétention. Donc le joint périphérique doit se situer dans la zone fonctionnelle numéro 2. D'accord? C'est la limite, ça c'est la limite muqueuse libre, muqueuse attachée. D'accord? Donc comme ça, il va m'assurer l'étanchéité du joint, l'étanchéité de toute la région et va contribuer à la rétention de la prothèse. Le joint périphérique, au niveau supérieur, on commence par la région postérieure. Donc la région postérieure, le processus coronoïde le processus coronoïde تاع la mandibule, double l'ouverture maximale. Donc ça va éliminer la photo d'à gauche, la photo supérieure d'à gauche. Donc راح تبين l'impact تاع تجي ثاني هي مايله comme ça. D'accord? C'est visible ici au niveau inférieur, au niveau gauche inférieur. D'accord? Donc le premier mouvement demandé au patient, c'est l'ouverture maximale. D'accord? Après la région latérale moyenne, donc je le fais à droite, à gauche. La région latérale moyenne, je demande au patient de faire le mouvement de succion, comme ça. Il creuse les joues ou bien il fait une succion. Donc, n'oubliez pas que les mouvements les plus efficaces, c'est les mouvements faits par les patients. D'accord? C'est pas les mouvements faits par vos doigts. Surtout si vous n'êtes pas expérimenté. D'accord? Donc, c'est les meilleurs mouvements, c'est les mouvements les plus efficaces, c'est les mouvements exécutés par le patient. Donc, ouverture maximale, région latérale moyenne. Bon, la région latérale postérieure, ouverture maximale. Je demande au patient de balancer sa mandibule à droite, à gauche. D'accord? Donc, c'est la région des enneries. La région latérale moyenne, je demande au patient de creuser ses joues. La région antérieure, donc traction de la lèvre par mon doigt pour le frein. Traction verticale au niveau de la région du frein. Cette région antérieure, donc je demande au patient de faire ça. D'accord? Donc, je lui demande de faire descendre sa lèvre au niveau inférieur. Pour que le patient comprenne ce que tu veux de lui, pour essayer de dire قدام. كي تكون دير في الجوين périphérique, donc هود الماسك ودير par exemple comme ça, essaye de faire ça. Tu demandes au patient de faire ça. Quand il le réussit, on le félicite, comme on l'a déjà dit. D'accord? La région postérieure, donc le joint supérieur, il est terminé par la région postdame. Donc on dépose de la patte de cœur
au niveau du bord du porte-empreinte, on demande au patient de prononcer le A prolongé. Le A prolongé, c'est le A prolongé, c'est pas A, A, A. D'accord? Donc, avant de procéder au joint, Goulah Billy Radin Diro, une manœuvre de A prolongé. Donc, c'est le A une seule fois, c'est efficace. D'accord? Donc, comme ça, j'aurai terminé mon joint périphérique supérieur. Donc, le joint périphérique inférieur, donc on a la région linguale qui est en plus. D'accord? Donc, je commence toujours par les régions latérales postérieures. Donc, les régions latérales postérieures, c'est ouverture moyenne. Généralement, le mouvement le plus efficace, c'est l'ouverture maximale, c'est pour dégager la région massétérine. D'accord? Et le mouvement le plus efficace pour le buccal shelf, c'est la succion du joug, ou bien le creusement des joues. D'accord? La région latérale, la région antérieure, donc on a action pour l'action de la lèvre, traction de la lèvre supérieurement. D'accord? Pour la région antérieure, je demande au patient de faire monter sa lèvre. Donc c'est le contraire du supérieur. Je lui demande de faire ça. D'accord? Au niveau lingual, donc la région sublinguale, on l'a déjà expliqué. Je demande au patient de faire ça. Donc ça, donc je positionne mes doigts ici. D'accord? Et je demande au patient de faire sortir sa langue. Quand il fait sortir sa langue, il va rencontrer mes deux doigts. Donc, donc c'est le mouvement, c'est très efficace. D'accord? Donc, il fait ça. Et toi, tu fais une résistance. D'accord? C'est un mouvement efficace à la région sublinguale. Donc, et la région, la région milo-hyoïdienne et la région du volet lingual, on dira en un seul apport. Donc, je demande au patient de déglutir, tout simplement. C'est le mouvement le plus efficace. D'accord? Donc, on dit région latérale vestibulaire, creusement des joues, la région massétérine, ouverture maximale, la région antérieure inférieure, donc je demande au patient de faire monter sa lèvre, la région sublinguale, c'est je demande au patient de faire ça, la région milo-hyoïdienne et la région du volet lingual, donc je demande au patient de déglutir. C'est très efficace. Après que je réalise mon joint, je dois l'analyser. Donc, le joint est efficace. D'accord? Donc, si le matériau de marginage est fin, je suis en sous-extension. Comme c'est le cas de la photo de la gauche. D'accord? On est en sous-extension. La photo de la gauche, c'est la région sublinguale. La région sublinguale, généralement, il confie le frein de la langue dégagée, ou la pâte de carte qu'on épaisse. Le joint est épais à cette région. D'accord? Donc, si le joint est fin, donc je réalise que je suis en sous-extension, je dois rajouter de plus. La résine du porte-empreinte, si la résine du porte-empreinte transperce le matériau de marginage, c'est-à-dire la résine devient visible à travers le joint, donc la pâte de cœur elle est chassée soit dans l'extrado, soit dans l'intrado, donc c'est un signe de surextension. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer la pâte de cœur que j'ai déposée, ونزيد نقلع من la résine du porte-empreinte. نقلع هذيك la surextension, je dois refaire mon joint à cette région. D'accord? Si le matériau est arrondi, à légère distance du bord du porte-empreinte individuel, donc c'est un marginage qui est correct. Donc, je disais que quand je chauffe mon matériau, ma pâte de cœur au briquet, ça devient brillant. Donc, je laisse le temps de refroidir, que ça devienne un peu mat, et j'introduis en bouche. D'accord? J'introduis en bouche, je fais le bon mouvement, je fais sortir, et j'analyse. Donc, c'est arrondi, c'est bien formé. Donc, c'est le bon mouvement. Et on termine la séance par l'empreinte de surfaçage. C'est l'empreinte de la surface d'appui. Donc, quand le porte-empreinte, il est bien adapté, le joint périphérique, il est fait dans les règles. Donc, l'empreinte de surfaçage, le matériau TAI, je le mélange, j'introduis en bouche, je refais tous les mouvements que j'ai fait auparavant. D'accord? Jusqu'à la prise du matériau. Donc, le matériau serait plus ou moins fluide et tous les mouvements seront répétés. Donc, je fais sortir, j'analyse mon empreinte. Donc, on a la présence de toutes les régions, point périphérique moins épais antérieurement, plus épais postérieurement,
englober la ligne post-dam. Il y a cette empreinte qui a un peu de surpression, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai capturé tous les indices, toutes les régions qui sont exploitables. C'est une empreinte bien réalisée. Au niveau inférieur aussi. Donc, joint mince antérieurement, épais postérieurement, la région sublinguale, la région des volets linguaux, c'est important. Le dégagement des régions massétérines, le joint sublingual, c'est super, c'est nickel. Donc, je passe au traitement de mon empreinte. Donc, le traitement de l'empreinte se fait par le plâtre dentaire, donc soit par emboxage ou non. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, c'est selon ce que vous maîtrisez. D'accord? كاين اللي ما يديرش emboxage بصح يدير لا كولي مليح. D'accord? Ça sert à rien d'y emboxage وما تعرفش تخلط البلاطر. D'accord? Donc, essayez d'apprendre les bonnes manœuvres. D'accord? Plus tard, c'est des manœuvres qui sont faciles, plus ou moins faciles. Ça, il faut savoir les maîtriser. D'accord? Donc, la séance d'aujourd'hui est terminée. Donc, pour terminer, c'est la prothèse amovible complète, comme le disaient Pierre Buchard et aussi Joseph Le Joyeux. C'est une question pour moitié de technique, appliquée par une habilité acquise du praticien et du prothésiste, et pour moitié de psychologie adaptée aux patients. Donc, donc Pierre Buchard ou Joseph Le Joyeux, ماشي كيما فينلاي قال لك 30-70. Vous me dites 50-50. Ça va, mais il faut savoir que la psychologie du patient joue un rôle très très important. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. يعطيك الصحة docteur pour cette excellente présentation. Donc, sans s'attarder, on va entamer les questions. Docteur, merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Je peux pas comprendre manœuvre de Oui, Valsalva. docteur Amira, تفضلي. Je peux pas comprendre le manœuvre de Valsalva. Comment est? La manœuvre de Valsalva, attends. La manœuvre de Valsalva, c'est demander au patient de souffler par le nez, les narines bouchées. C'est-à-dire, je lui bouche les narines, comme ça, et je lui demande de souffler par le nez. C'est-à-dire, تقول له تبلع على نيفه وتقول له تنفس من نيفك. D'accord? Ça, c'est la manœuvre de Valsalva. C'est une manœuvre, Oui, c'est une manœuvre réalisée pour, J'espère qu'elle a compris. hein? l'intérêt de cette Et manœuvre. l'intérêt. Oui, l'intérêt. Elle sert à repérer le début de la région Potsdam. D'accord? Le début de la région du voile du palais. C'est-à-dire, tu fais la manœuvre de Valsalva, et en même temps, tu visualises en bouche la limite antérieure du voile du palais. Vous voyez? C'est compris. Non. Je dois l'expliquer par un schéma. Donc, نستحقهم. Oui, Sinon, merci beaucoup. sinon je vais vous envoyer une vidéo qui explique ça. D'accord? Oui, merci beaucoup, docteur. Ça, je t'en prie. Donc, docteur, on a une question concernant les insertions musculaires. Docteur Ayla, j'ai pas compris les insertions musculaires. اللي درناهم في الديبي كاع. C'est le fait que ça se rapproche. La ligne, Et elle se rapproche. Oui. Imaginez que ça, c'est l'insertion du buccinateur. Ça, c'est l'insertion du mélo-hyoïdien. بيناتهم شا كاين la crête. Donc, la crête عندها un bon volume. D'accord? Donc, au fur et à mesure qu'elle se résorbe, les insertions musculaires vont se rapprocher. يزيدوا يطلعوا فوق la crête. صح؟ Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'édentement n'a pas été compensé par la prothèse. Donc, les insertions musculaires, elles se rapprochent, les idées يطلعوا فوق la crête. D'accord? Jusqu'à se rapprocher. C'est simple.
Bonsoir, docteur. Bonsoir, تفضلي. Une autre Docteur, question, docteur Amel. j'ai continué. Oui, تفضلي. Continuez, bien sûr. Docteur, je n'ai pas bien compris les insertions musculaires, que ce soit au niveau supérieur ou inférieur. شا ما فهمتيش Les في insertions, l'emplacement, par exemple, où je trouve l'insertion du masséter au niveau supérieur ou inférieur. Les insertions du buccinateur, toutes les insertions musculaires. Parce que D'accord, صح. qui قريت les cours ما كانش préciser les insertions. بون الماسيتير ما كانش الفوق كاين غير لتحت يجي D'ac- نقول لك لومبلاسمون تاعهم سي سا D'accord, l'emplacement. d'accord l'emplacement donc le masséter c'est un muscle qui est présent seulement في l'arcade inférieure نصيبوه عند la région du trigone extérieurement au trigone d'accord donc imaginez que ça c'est le trigone la région vestibulaire postérieure du trigone هنا c'est pour le masséter il est comme ça d'accord c'est un muscle déstabilisant صح le buccinateur c'est le seul muscle اللي يهود من فوق لتحت donc il s'insère ici il descend jusqu'à ici d'accord donc c'est la région vestibulaire supérieure latérale la région latérale vestibulaire supérieure et inférieure le buccinateur il est présent en supérieur et en inférieur d'accord D'accord, oui. Merci. c'est un muscle plus ou moins stabilisant donc je me permets de faire des surextensions parce que les fibres تاعه l'orientation des fibres تاعه elle est plus ou moins favorable d'accord donc je me permets de faire des surextensions à son niveau donc c'est le seul muscle qui descend du supérieur à l'inférieur d'accord هنا on a les orbiculaires des lèvres au niveau supérieur au niveau inférieur ici on a le muscle mentonnier c'est le carré du menton d'accord les muscles génioglosse et génio-hyoïdien, c'est des muscles qui sont attachés soit à la langue, soit au muscle génio-hyoïdien. Le muscle génio-hyoïdien, c'est le tubercule, le génial tubercule, l'os hyoïde. D'accord? Donc c'est ça. هادو هما les muscles اللي عندنا. كاين هنا pas mal de muscles qui sont présents, mais à votre niveau, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez. C'est les muscles qui nous intéressent lors des manœuvres des empreintes. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je t'en prie. D'autres questions, docteur Samira? On passe à une autre question. C'est par rapport, oui, c'est par rapport au traitement du stomatique. Traitement de stomatite. Protitique. La stomatite protitique, donc il faut savoir que qu'il y a une classification de Newton fait à 3 classes. Donc la classe 1, c'est des stomatites débutantes. Donc elles peuvent être traitées seulement par la dépose de la prothèse. Donc la dépose de la prothèse, hygiène des muqueuses. Donc par exemple, moi je demande aux patients de rincer leur bouche à l'eau salée. D'accord? Les stomatites prothétiques de type 2 et type 3 sont traitées par la mise en condition tissulaire, par la résine à prise retardée. Donc c'est un autre volet. Donc ça nécessite une autre séance pour pouvoir comprendre ça. Il y a une question sur la mise en condition tissulaire. Est-ce que vous pouvez le résumer ou donner une définition? D'accord. La mise en condition tissulaire, c'est rendre la surface d'appui ou bien les éléments, tous les éléments anatomiques qui sont présents, les rendre favorables pour l'insertion prothétique. Donc par exemple, on dit une stomatite ou là on dit une hyperplasie qui est minime. D'accord? Je veux dire, j'entame la réalisation prothétique, donc elle a été causée par une prothèse mal conçue. Donc le premier truc que je dois faire, c'est la dépose de la prothèse mal conçue. D'accord? C'est le premier truc que je dois faire. Et puis, je réalise la prothèse TI le plus normalement du monde. Après,
cette prothèse, elle est soit définitive, soit transitoire. Donc, si elle est transitoire, j'entame une mise en condition pré-prothétique. C'est-à-dire, je vais traiter la lésion hadi par une mise en condition tissulaire, c'est-à-dire je dois déposer le matériau de mise en condition qui est la résine à prise retardée. La résine à prise retardée, c'est une résine qui complète la prise d'AHA au fil du temps. C'est-à-dire, à l'insertion, elle reste en bouche. C'est un matériau à effet thérapeutique. D'accord? Au bout de 3 jours, il كمل la prise تاعه. Je dois le changer. Je dois changer la couche. D'accord? Donc, au bout de 2 à 3 séances, les tissus vont reprendre leur physiologie. Donc, je dois soit faire un rebasage, soit réaliser une nouvelle prothèse. D'accord? Donc, je disais que si c'est une prothèse définitive, c'est une mise en condition post-prothétique. Si la prothèse, elle est considérée comme transitoire, elle est nouvelle, cette prothèse, mais elle a été conçue sur des lésions qui sont déjà présentes. D'accord? Donc, il faut que j'élimine ces lésions à travers la mise en condition et je réalise une autre prothèse. Donc, je sais que c'est difficile, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça. La mise en condition, c'est rendre les tissus et les surfaces d'appui en condition pour supporter une prothèse le plus convenablement du moins. Par différentes manœuvres. Donc, dites-vous que la dépose de la prothèse, c'est une mise en condition. Avec ça, docteur. Une autre question de la part de Dr Amel. Dans le puits inférieur, vous faites le bourrelet avec de la cire. C'est la première question. Et vous l'utilisez pour l'enregistrement de la DV. Oui, je fais le bourrelet avec la cire. L'enregistrement de la DV, il n'est pas fait lors des empreintes secondaires. D'accord? Donc, un نديره pour me servir de préhension. D'accord? C'est-à-dire, me dire, je me bourrelet. En même temps, il me soutient les organes paraprothétiques. Donc, j'aurai un joint qui est efficace. D'accord? Donc, lors de la séance de l'occlusion, me dire un autre bourrelet. Donc, tu peux utiliser le même bourrelet, ça تعاود adapter, تعاود دير له les dimensions تاع une bonne dimension verticale. Donc, هما les Français يديروه في les normes, يديروه 10 mm, 10 mm de hauteur, l'épaisseur 4 mm antérieurement, 6 mm postérieurement. هما يديروه كشغل في l'occlusion. D'accord? Ana pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et il va me servir de préhension, il va me soutenir les organes paraprothétiques, c'est tout. Pour moi, ça a une grande efficacité, hein. Donc, docteur, le reste des messages, c'est des remerciements. On va attendre quelques moments. Normalement, il y en a des questions. Je vais les lire. Bonsoir, docteur. Vous avez des vieux Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je rencontre quelques problèmes avec mon patient, avec la maquette inférieure. Elle est instable et je crois que c'est dû à ses joues internes qui sont, je sais pas comment expliquer exactement l'aspect de ses joues, mais ils sont un peu hypertrophiques, genre ils empiètent sur la maquette inférieure, si vous comprenez. Oui, oui. Donc, je sais pas vraiment quoi faire. Ça empiète que sur la région vestibulaire latérale. Exactement. Essayez de dégager la région massétérine, d'accord? Oui. Donc, comme on l'a déjà vu, la région latérale le plus postérieurement possible, d'accord? Essayez de la rendre un peu plus oblique. La région latérale, donc essayez de visualiser simplement la limite le porte-empreinte تاعك. Tu réalises le joint le plus normalement du monde. Donc, en ce qui concerne l'aspect, c'est-à-dire la retombée les organes périphériques à la crête, c'est dû à l'édentement peut-être ancien. Ça peut être corrigé que par des empreintes des surfaces polies, c'est des empreintes tertiaires. Donc c'est aussi un autre sujet, d'accord?
on les appelle les empreintes des surfaces polies, ça peut être corrigé par. D'accord? D'accord. C'est des empreintes réalisées par les prothèses définitives, le jour de l'insertion ou là quelques jours après que le patient porte ses prothèses. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je t'en prie. Il y a une question de la part d'une docteur. Si vous avez des vidéos explicatives, genre des tutoriels sur les différentes étapes de la réalisation d'une prothèse totale, merci de nous les transmettre, s'il vous plaît. Oui. كاين واحد كاين دكتور غينيون بريت français داير واحد لي توتوريال في واحد السيت. Je vais vous les envoyer par la suite. داير كاع les étapes empreinte, primaire, secondaire, l'occlusion. Donc, ça sera دونك disponible. نرسلهم لك ليك وهما يدوهم عليك وصافي ولا نديرهم لكم هنايا في هذا الشات. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Bienvenue, docteur. D'accord. Donc, on va attendre quelques moments s'il y aura d'autres questions. Docteur Zahra, une question. Certains praticiens utilisent le silicone sur l'alginate. Première empreinte et faire la deuxième empreinte, puis la coller. Est-ce que cette étape se fait sur une prothèse stable? J'ai pas compris sa question. L'alginate sur le silicone sur l'alginate prothèse stable ما فهمتش. Essayez de reformuler s'il vous plaît. Voilà, si possible, docteur Zahra, vous reformulez votre question et on passe à pour le coffrage, on doit laisser combien de millimètres entre le joint et la pâte à modeler? 2 millimètres. 2 millimètres, pas plus parce que ça devient profond. Et si ça devient profond, ça va vous gêner par la suite la confection de la maquette ou la maquette en cire ou la maquette en résine, maquette d'occlusion ou la maquette de montage. Avec tous les profonds بزاف ou ça va vous gêner. Sur le diro, essayez de laisser juste l'espace du joint périphérique. Il y a une question du participante. Les étapes de joint périphérique, docteur. On doit refaire tous les cours. Je sais que c'est une conférence en ligne, donc ça va falloir un TP, d'accord? Donc si ça serait possible, on va le faire, je sais pas, de la fac ou le centre de simulation, je ne sais pas, d'accord? Donc ça va être fait dans la mesure du possible, je ne sais pas. Sinon, si je vous envoyerai la vidéo, les tutoriels اللي قلت لكم عليهم غادي تفهموا مليح. Le reste des messages, c'est des remerciements. On attend docteur Zahra. Pour l'empreinte d'alginate, le praticien ajoute le silicone et refaire l'empreinte. Ah, deuxième empreinte. L'empreinte secondaire. Donc, non, l'alginate, c'est pas le bon matériau pour faire une empreinte secondaire. D'accord? C'est un matériau très compressif. Donc, c'est pas indiqué pour réaliser des empreintes secondaires. C'est indiqué que pour des empreintes primaires. Il y a des Anglais qui le font. Ça, avec un type précis d'alginate. D'accord? C'est une alginate très fluide qui m'a, docteur Finlay surtout, il dit secondaire blanginate. Ça, chez l'alginate, l'alginate, elle n'est pas commercialisée en Algérie. D'accord? Donc, l'alginate, elle ne sert pas à réaliser une empreinte secondaire. Docteur, je pense que j'ai compris la question. C'est pas une chose. C'est-à-dire on a l'empreinte avec l'alginate. C'est-à-dire on fait pas le moulage, on fait pas le collage et on fait sur l'alginate, sur l'empreinte de l'alginate, on fait l'empreinte Secondaire. secondaire. Rebasé. On va lapper le moulage. C'est ça que j'ai compris.
Ça va servir à quoi si tu le fais? Une empreinte primaire à غني l'alginate rebasée. غني Parce que كاين une technique d'empreinte اسمها une empreinte rebasée فيها نديرو une empreinte un peu visqueuse avec un alginate un peu visqueux ونزيدو فوقه un alginate plus fluide كاينه هذه راح دير l'alginate دير فوقه silicone ça va servir à quoi? J'ai pas compris. Ça peut exister, mais je sais pas. Il faut au moins savoir le but, la procédure l'expérimentale. Il saute l'étape du PUI et du joint périphérique. Non, c'est inefficace. La prothèse totale, fait 5 séances qui sont distinctes. Tu ne peux zapper aucune séance. Maintenant, je vais me dire là, l'occlusion à le secondaire. Maintenant, je vais me dire primaire à secondaire. L'empreinte primaire, c'est une empreinte compressive. L'empreinte secondaire, نقص la compression, direct les limites exactes dans la future prothèse تاعك. D'accord? Ou direct le joint périphérique qui va servir à la rétention plus tard. D'accord? Donc, comme on a vu, les empreintes primaires, c'est des empreintes qui engendrent beaucoup de surextension. Donc, ils sont pas là pour élaborer une prothèse. Donc, les empreintes secondaires sont là pour ça. Oui, j'ai compris la question. C'est pas faisable, c'est pas efficace, c'est pas. S'il vous plaît, essayez d'apprendre les bonnes habitudes, les bonnes manœuvres, d'accord? Même si تشوفوا وحدين يخدموا بالempreinte primaire, je sais que تشوفوا des prothésistes يديروا des prothèses, تشوفوا des praticiens qui zappent des étapes, qui sautent des étapes. Donc c'est pas la bonne méthode. Donc essayez de suivre les normes. Donc c'est ça. Il y a des praticiens qui le font. ربي يهديهم شنو نقول لكم انا نعلمكم الحاجه اللي qui convient le plus. D'accord? هذه هي. انا ثاني je suis en privé ou je le fais pas. Je suis en privé, on dit 5 séances, on dit 2 séances, 3 séances de contrôle. Des fois, ça va au-delà de 1 mois jusqu'à 2 mois de contrôle. هذه هي. La prothèse فيها beaucoup de casse-tête. ما عندكش كي دير. La prothèse, c'est pour cela, au début, قلت لكم باللي la prothèse amovible ماهيش حاجة سهلة. Il y a une question de la part de Dr Yasmine. Oui. Quels sont les critères permettant de valider une empreinte secondaire et de conclure qu'elle est réussie afin d'éviter le risque d'échec? D'accord. Je t'en prie, docteur. Donc, elle doit être exempte de déchirure, elle doit être exempte de bulles. Donc, le matériau, il doit être uniforme. Il doit englober le joint périphérique. Il doit englober toute la surface d'appui. Donc, je suis sûr que j'ai capturé les éléments anatomiques théoriques. Donc, c'est uniforme, c'est épais antérieurement, moins épais antérieurement, plus épais postérieurement. Donc c'est ça. Il n'y a pas de surpression, il n'y a pas de surextension, il n'y a pas de sous-extension. C'est ça. Donc, si vous suivez les étapes rigoureusement, l'adaptation du porte-empreinte ou le joint, la face, l'empreinte de surfaçage va être facile, Inch'Allah. Donc, les cas cliniques, donc c'est relatif. كاين des cas cliniques, ما تعرفش وين تتلاقى le cas favorable, le cas défavorable. Des fois, le cas يكون moyennement favorable. Crête plate postérieurement, haute antérieurement. تما هذه هي. C'est relatif. Il y en a qui écrivent, docteur. On va attendre quelques moments, si possible. Les questions sont terminées. C'était clair. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment... Tu as bien expliqué. Merci. Je prie. Donc, on espère vous revoir dans une autre séance, Inch'Allah. La limite postérieure, oui, تحبس في le voile du palais. Donc, généralement, c'est 2 à 3 mm le voile du palais. هذيك هي la limite. Généralement, ça fait une ligne droite, mais les tubérosités. D'accord?
Donc, docteur Samira, si vous voulez, on clôture. Donc, Oui, on se rencontre, Inch'Allah, professeur, pour la deuxième séance. Inch'Allah, docteur, l'équipe Sylvis vous remercie amplement pour votre générosité. Barakallahu fik. Ou à d'autres séances, Inch'Allah. Inch'Allah, merci.